Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Calendrier très chargé cette semaine pour le président de la République. Il était auprès des malades de l'hôpital sino-guinéen, mais avant, il a fait la rupture du jeûne avec les leaders religieux. Lancement demain lundi 19 juin sur toute l'étendue du territoire national de l'examen d'entrée en 7e année. Vous l'avez vu en image. Et puis Ramadan et solidarité avec la lecture du Saint-Coran observé dans toutes les mosquées comme recommandé par le prophète, paix et salut sur lui. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on entame avec l'agenda très chargé du chef de l'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu hier au chevet de quelques malades de l'hôpital sino-guinéen. C'est à Kipé. Le vendredi déjà, le chef de l'État a fait la rupture du jeûne avec les responsables et leaders religieux de notre pays. Une occasion saisie par professeur Alpha Condé pour doter de véhicules les inspecteurs préfectoraux et régionaux de la Ligue islamique. Compte rendu Ibrahim Keita. Ils sont imams régionaux, préfectoraux, inspecteurs de la Ligue islamique, membres du Haut Conseil islamique, khalifes et autres responsables religieux venus de tout le pays pour répondre à l'invitation du président de la République, professeur Alpha Condé, cela pour la rupture du jeûne de ce vendredi 16 juin 2017. C'est dans une ambiance religieuse que ces leaders ont partagé ces quelques moments avec le chef de l'État. C'est un président de la République heureux qui a fait le tour de table pour échanger avec ses convives sur les grandes questions de l'heure. Entre autres questions évoquées, la sécurité, l'agriculture et l'élevage. Répondant à la demande des inspecteurs préfectoraux et régionaux dans le cadre de leur mobilité, le chef de l'État a offert à chacun un véhicule. C'est un grand honneur pour moi que tous les grands imams de ce pays viennent à la présidence. Mais vous pouvez vous prendre en disant que c'est une fois par an. On va essayer de remédier à cela. Donc on va prendre le numéro de tous les inspecteurs régionaux et les inspecteurs préfectoraux. Comme ça, de temps en temps, on pourra avoir des mains. À condition que quand je vous appelle, il ne faut pas me dire « Ah, président, Missile Moutimoué, ah, président, Missile Molombara, ah, président, Missile Alaton. » Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ah, si on est d'accord, il faut appliquer. Hein. Si j'appelle pour demander comment ça va, il faut me dire « Président, il faut construire une mosquée. » Elle a la femme. Hein? Elle a d'accord. L'année dernière, les acteurs régionaux et les acteurs préfectoraux s'étaient plaints qu'ils ont beaucoup de déplacements, ils n'ont pas de véhicule. J'ai dit que je vais essayer. Donc, on va le mettre aux imams régionaux des 8 fortunaires, et pour les 38 inspecteurs préfectoraux, on va le mettre 38 grands vitalages demain. On a déjà fait les cartes grises. Il ne faut pas que les rallyes se fassent. L'année dernière. La demande, c'était les inspecteurs régionaux et les inspecteurs préfectoraux, parce qu'ils ont dit qu'ils ont beaucoup de déplacements à faire. Donc, il ne faut pas que les autres se plaignent en disant qu'on les a oubliés. Non. Les khalifes n'ont pas présenté de demande. Khalif et Moussé Moroni. Khalif m'a fait Maïnika. Et puis, le déplacement de Guémouni est là. Donc, pour le moment, c'est les inspecteurs régionaux et préfectoraux. Maintenant, on verra l'année prochaine si on peut faire pour d'autres. Mais j'avais pris cet engagement l'année dernière. Donc, je suis obligé de respecter cet engagement. Mais je compte sur vous aussi. Il y a trop d'accidents dans notre pays. Les gens ne respectent pas. Un véhicule qui doit prendre 20 personnes, on met 50 personnes. Il y a des enfants qui conduisent qui n'ont pas l'âge de conduire. Les auto-écoles donnent des permis vendus. Donc j'ai décidé qu'on organise les états généraux dans les préfectures et sur le plan national. Et je compte sur tous les imams pour qu'on parle, qu'on mette des lois et chacun respecte les lois.
un cas qui doit prendre 20 personnes, il ne va pas avoir plus de 20 personnes. Il faut que vous acceptez, s'il y a plus de 20 personnes, qu'on l'arrête. Et un camion, si le camion ne va pas dépasser 20 tonnes, si vous mettez un camion de 50 tonnes, il va gâter les routes. Il faut que vous acceptez aussi que chacun respecte la loi. Mais je veux que tout le monde y participe, les images, la société civile, tout le monde, pour que tout le monde soit sensibilisé. Parce qu'il y a trop d'accidents, tous les jours il y a des morts, tous les jours il y a des morts. Et ça, c'est pas le domaine de notre pays. Le deuxième, c'est aussi les crimes. Il y a tout le banditisme. Il faut que vous les aidez. Parce que si on veut combattre les bandits, il faut que vous acceptez de nous accompagner. Il y a des bandits qu'on peut arrêter. Mais les bandits qui sont des procureurs, souvent, ils tirent. Alors, s'ils tirent sur les gendarmes, il faut que les gendarmes aussi, si on tire sur eux, il faut qu'ils puissent tirer aussi. Parce qu'ils ne vont pas se laisser mourir quand même. C'est les gens qui ont des armes de guerre. Donc, il faut vraiment que les imams aussi sensibiliser la population. Maintenant, nous voulons aussi, nous avons commencé à développer en région forestière, cacao et café de Gustave, huile de palme. Parce que la Guinée, avant l'indépendance, on exportait plus que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que nous ne sommes pas d'accord. Et au Fouta, alors on fait le café arabica. Mais les imams aussi peuvent cultiver. Pourquoi? Le café. Mais tout le monde peut cultiver. Et là, sur les imams, je vais cultiver. J'ai dit à Fourquet, elle vient cultiver 400 hectares. Moi, je vais cultiver 400 hectares. Pour donner l'exemple que tout le monde cultive. Parce que si on a le riz, on va plus importer le riz dehors. Acheter le riz dehors, on achète en débit. Ça nous coûte cher. Alors que si on a le riz local, c'est le riz que tout le monde aime manger. Mais quand on fait le riz, c'est pour manger. Ça ne nous donne pas d'argent pour envoyer des enfants à l'école et construire. C'est pourquoi nous voulons maintenant développer beaucoup l'ananas, la culture de l'ananas, l'ananas, le café, le cacao, le pain. Mais aussi, pas seulement le riz, le fonio et les pommes de terre, les liens, etc. Parce que en Guinée, on ne mange pas bien. C'est pourquoi il y a beaucoup de maladies. On ne mange pas assez de poissons. Donc j'ai fait aussi un point de vin. J'ai demandé au Premier ministre japonais de nous accompagner pour la pisciculture, puisqu'on puisse faire de l'élevage de poissons dans tous nos mares et dans tous nos fleuves. Comme ça, dans chaque préfecture, on n'a pas besoin de venir chercher le poisson pour la vie, le poisson local. Parce que le poisson est très important pour la santé. Et la viande, manger la viande rouge, que la viande rouge, c'est pas bien, ça donne d'autres maladies. Ensuite, le ciment du Fouta, je le demande de venir parce que nous voulons que l'élevage change. C'est-à-dire que nos bœufs sont très nègres. J'ai été au Maroc, dernièrement à la fois, j'ai vu un bœuf qui pesait 1 tonne 700. Ça fait comme des bœufs en Guinée. Donc les Marocains vont venir à la fin du mois pour nous aider pour faire des séminations, c'est-à-dire comme ils ont aidé les Maliens, pour que le bœuf augmente presque de 10 fois son poids. Mais ça, ce n'est possible que s'ils acceptent de faire des enclos, garder les vaches, pour qu'ils n'aillent plus sur les champs, et qu'ils acceptent de les nourrir par l'alimentation du bétail. Nous sommes en train de faire 2 usines. C'est-à-dire, c'est des phénomènes de négocier là. Mais il y a un album là. Quand on est là, c'est les macarons là, c'est les tiens. Bon, je ne peux pas dire un peu. Donc, l'avantage, c'est qu'il paye pour nourrir, c'est rien par rapport au poids que son peuple va prendre et qu'il va avoir. Donc, il gagnera plus. Ça, c'est valable pour le Fouta, c'est valable pour le Beila, c'est valable pour la Guinée. Donc, il faut que les imams nous aident à sensibiliser. On va les faire la journée de l'élevage du Fouta, mais avant d'aller, il faut s'assurer qu'on a sensibilisé les gens. Peut-être si certains acceptent de donner l'exemple, les autres vont suivre. Non seulement les deux seront plus gros, mais il y aura plus d'affrontement entre les éleveurs et les paysans, où souvent il y a des morts. Et je compte sur les imams pour ça. Et ensuite, les imams doivent prier pour la paix dans le pays. Le pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas de paix. L'argent a peur du bruit. Dès qu'on voit sur Internet, sur le France 24 et à Sicile, de notre ville. Vous-même, vous avez dit aujourd'hui, il y a beaucoup de terres en Conakry. Avant, il n'y avait pas de terre. On commence à avoir le courant. Ce qui nous manque, c'est le
commencer à travailler pour que si de 2 ans, les routes principales soient finies et que le mais pour ça, on a besoin de faire, on a besoin de tranquillité dans le pays. Il faut que les gens prient pour le pays, pour qu'il y ait la paix, la tranquillité et l'unité. Pour que les Guinéens aiment les uns les autres. Parce que souvent, les Guinéens n'aiment pas les autres. Les Guinéens vont du pour la femme. Les Guinéens n'aiment pas les gens. Jamana tu vois les gens faire n'aiment pas les gens. Comment pour la femme, comment on sait rien. Donc, il faut y avoir des parades au moins, voilà pour les gens. Les différents intervenants ont, après avoir remercié le chef de l'État pour le geste en faveur des responsables religieux au niveau préfectoral et régional, prié pour la paix, la quiétude et le bien-être pour chaque Guinéen. Il est ensuite revenu au secrétaire général des affaires religieuses de remettre les véhicules aux ayants droit. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, m'a chargé de venir ce matin vous remettre la clé de ces véhicules. Vous constatez ici que les véhicules sont immatriculés avec VA. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces véhicules-là ne sont pas personnels. Mais c'est administratif, c'est pour l'État. Nous remercions en votre nom encore une fois le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et j'espère que vous allez prendre soin de l'entretien de ces véhicules. Vous allez les garder très bien et vous allez, Inch'Allah, rendre le service de l'État, le service de la religion dans vos préfectures ou bien dans vos régions. Vous êtes dotés de ces véhicules-là, c'est pour vous faciliter le déplacement. J'espère que vous allez le faire comme le président l'a recommandé à chacun de vous. Hier samedi, le président de la République, professeur Alpha Condé, comme à son habitude, a rendu visite à quelques compatriotes malades. C'est l'hôpital sino-guinéen d'Équipé qui était à l'honneur. Voulant se rendre compte de l'état de chaque malade visité, le chef de l'État a eu des échanges avec chacun d'eux, manière de les soutenir dans leur souffrance. Au moins, tous les liens et l'huile rouge qui n'est pas bien affiné. Donc, on est en train de monter raffiner l'huile rouge. Parce que tout le monde on l'a fait dans la fin. Là, on essaie de voir. Il est subi le mois de on a tout le monde. On a fait hypertension. Mais autrement, on a fait la voie avant la mort du monde. Gaspé est malé, mini malé, nous malé malé, on dit ma salade. Bien. Voilà, ouais, un bar de gars. On va pas vous dire de nous, on va dire au bout de vous malé, tu vas nous l'attribuer. Et on a identifié, parce que moi, la fin à la fin. Donc, on a identifié que à la fin, parce que la vigne de l'autre. Là, c'est une victoire, parce que la vigne de l'autre. Sur chaque cas, le président de la République a demandé l'avis des médecins de cet hôpital de référence. Profitant de ce mois saint de Ramadan et pour aider les malades, le chef de l'État a fait un geste pour chaque malade. Une équipe de médecins iraniens est à Conakry. Ces experts viennent offrir gratuitement des soins médicaux aux populations guinéennes. L'initiative est de la première dame de la République, Hadja Djene Condé, en partenariat avec l'ambassade d'Iran en Guinée. Ils sont 18 médecins à avoir fait le déplacement et ils ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Reportage Bernard Tonguino. Ces experts iraniens de Médecins sans frontières arrivent à Conakry sur invitation de l'épouse du chef de l'État. Ils sont accueillis à l'aéroport international Conakry-Bessia par les membres du cabinet de la première dame de la République, des médecins qui viennent offrir leurs prestations médicales aux patients guinéens. Nous sommes arrivés à Conakry avec un groupe de 18 personnes. Donc notre objectif c'est de pouvoir aider et traiter les malades et les patients qui n'ont pas d'argent. Notre équipe a beaucoup de médecins qui sont composés de plusieurs disciplines
disciplines. Ils sont les différentes sortes de chirurgiens. Ils peuvent traiter les différentes maladies. L'arrivée de ces médecins iraniens est très salutaire pour notre pays dans le cadre de l'amélioration de la santé d'une manière générale, qui est la préoccupation de son Excellence Madame la Première Dame, puisque vous savez que nous avons beaucoup de pathologies et qu'il y a une insuffisance de personnel. Ils viennent prêter leurs mains, ils viennent prêter leur contribution pour nous aider, pour nous appuyer pour l'amélioration de la santé des populations. Je crois que c'est une action très salutaire. L'équipe de médecins iraniens apporte avec elle un lot d'équipements et de médicaments pour les 6 jours de consultations et de soins gratuits. Peu après leur arrivée à Conakry, ils sont reçus en audience par Mme Diané Condé. Des entretiens ont porté notamment sur les domaines d'intervention au cours des 6 jours de consultations publiques. Remercier Madame pour son invitation et ensuite il dit que c'est le début d'un commencement entre les deux pays. Entre les deux pays, nous avons déjà signé un protocole d'accord dans le domaine de la médecine et maintenant c'est la première fois qu'on commence le travail. Dès que je lui ai demandé d'inviter le groupe, elle a tout de suite accepté et maintenant on voit qu'elle a pris sa parole et maintenant on est avec les Médecins sans frontières. Depuis 2011, à la création de la fondation, nous nous sommes basés sur la santé maternelle et infantile. Comme vous le savez, il y a beaucoup de décès maternels et infantiles en Guinée. Qu'à cela ne tienne, pour améliorer la condition générale de santé, l'ambassadeur d'Iran en République de Guinée, qui est un grand animateur, un grand ami de la Guinée, lorsqu'il m'a annoncé de tous ses voeux l'arrivée des médecins en Guinée, j'ai vraiment tout de suite saisi la main tendue. Donc le résultat est là, les médecins sont venus. C'est un bonheur pour la population de la capitale. Donc je le remercie du fond du cœur. Je remercie le chef de la délégation qui a fait venir tout ce monde-là. Ces médecins et professeurs d'université ont chacun une quinzaine d'années d'expérience dans les domaines de la cardiologie, l'ophtalmologie, la chirurgie, la néphrologie et plusieurs autres maladies courantes en Afrique. Ils se déploient dès demain dans l'enceinte du CHU d'Ignace Dine au service gratuit des patients guinéens. Et puis, comment reconstituer les stocks et les données de la pharmacie centrale de Guinée après un incendie ravageur? La question préoccupe les travailleurs de la PCG, le ministère de la Santé et les partenaires intervenant dans le secteur de la santé. Une commission de coordination est mise en place avec 5 sous-commissions de travail et l'équipe est déjà à pied d'œuvre pour une gestion efficace de ce sinistre. Sori de Kera. Plus de 24 heures après l'incendie, voici ce qui reste des 2 magasins de stockage des ARV antirétroviraux et des antipalodiens de la pharmacie centrale de Guinée. Certains bureaux de l'administration ont été également touchés. Difficile encore d'évaluer les dégâts. 4 commissions de travail sont constituées à cet effet avec une équipe de coordination des activités. Pour rappeler que nous étions en phase de distribution des ARV dans tout le pays. Alors il y a presque toutes les régions qui ont reçu de la dotation pour démontrer qu'il n'y a pas un risque de rupture imminente. Et la commission va sortir exactement ce qui a été brûlé et ce dont on a besoin dans les jours à venir. Et bien évidemment, il y a la commission d'assurance qualité parce que tout ce que nous faisons doit être en relation avec la qualité. Il y a le volet relationnel avec tous les parties, tous les services extérieurs, notamment l'assurance parce que les locaux de la pharmacie centrale de Guinée sont assurés. Et la dernière, c'est la commission informatique. Vous savez que la pharmacie centrale de Guinée est en interconnexion avec tous les dépôts. Alors on va faire ce travail-là et monsieur le ministre et tous les partenaires n'attendent que ça pour donner l'étendue de la perte. Composé des travailleurs de la centrale, du ministère de la Santé et des partenaires du secteur, les différentes commissions sont attendues aux résultats. Dans les meilleurs délais, elles doivent déterminer l'ampleur du drame et envisager des mesures correctives idoines. Différentes commissions que nous venons de décliner
seront également soumises aussi à l'approbation naturellement de l'autorité, mais elles restent ouvertes à tous les partenaires qui pourront participer dans les commissions où ils estiment qu'ils peuvent faire quelque chose pour que rapidement nous puissions corriger tout ce qui est arrivé comme sinistre au niveau de la pharmacie centrale et qui concerne particulièrement une population sensible qui est la population des personnes vivant avec le VIH-Sida. Déjà, les autorités de la PCG sont rassurées par l'élan de solidarité enclenché par les partenaires techniques et financiers depuis les premières heures du sinistre. Le travail de ces commissions sera pris en compte pour une reprise rapide des activités au sein du plus grand pourvoyeur de médicaments des services de santé publique du pays. La journée mondiale de la drépanocytose est célébrée le 19 juin de chaque année et depuis 8 ans, notre pays commémore cette journée en faisant le point sur la situation de prise en charge des malades tout en sensibilisant sur les modes de prévention de cette pathologie devenue très courante. Adia Toubari nous fait le point. La drépanocytose est la maladie génétique et héréditaire la plus répandue dans le monde. En Guinée, le taux de prévalence de la forme majeure est de 5%, tandis que celui des porteurs sains est estimé à 12%. Des statistiques non exhaustives fournies par les acteurs impliqués dans la prise en charge de la maladie. Avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, le ministère de la Santé met l'accent sur les défis. Depuis 2013, un programme de lutte contre la drépanocytose a été élaboré par le ministère de la Santé. Mais, par insuffisance de ressources, le plan stratégique n'a pas été suffisamment mis en œuvre. L'insuffisance de personnel qualifié pour la prise en charge de la maladie, le faible accès financier et géographique aux moyens diagnostiques et thérapeutiques rendent difficile la prise en charge des cas. Des douleurs abdominales, intympales, accompagnées d'une anémie, constituent les signes cliniques de la drépanocytose. Ils sont le plus souvent confondus à certaines pathologies, ce qui du coup favorise le diagnostic tardif chez les drépanocytaires. Pour un dépistage précoce, les autorités sanitaires misent sur la sensibilisation au cours de cette célébration. Je voudrais exhorter la population à œuvrer davantage pour la prévention afin de réduire considérablement l'incidence de cette affection dans notre pays. Ceci passe par la sensibilisation afin d'améliorer le taux de consultation prénuptiale et de fournir une meilleure information sur la maladie, le dépistage et les conseils génétiques à la population. Depuis 2009, la Guinée célèbre la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Elle consiste à donner de larges informations sur les modes de transmission de la maladie, sa prévention et son traitement. C'est demain, lundi 19 juin, que sera également lancé l'examen d'entrée en 7e année. Après 31 semaines de cours, les responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation se disent fin prêts à organiser ces examens nationaux session 2017. Des examens placés cette année aussi sous le signe de la tolérance zéro. Reportage Amadou Touré. Après 9 mois de cours, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation programme les examens nationaux de la session 2017. Ils se dérouleront du 19 juin au 11 juillet prochain sous le signe de la tolérance zéro vers l'excellence scolaire. La session 2017 s'annonce dans un climat assez particulier, caractérisé par l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de qualification de nos évaluations. Il s'agit notamment de la décentralisation de l'examen de fin d'études élémentaires, de la suppression des moyennes annuelles de cours dans le calcul de la moyenne d'admission des candidats au baccalauréat, de l'implication des autorités administratives, préfets, gouverneurs et sous-préfets dans la gestion du processus des examens nationaux pour davantage de sécurisation. À l'instar des autres, la session 2017 reste placée sous le signe de renforcement du principe de la tolérance zéro vers l'excellence scolaire. Ils seront au total pour les 3 examens nationaux 426 272 candidats, dont 175 649 filles. Du 19 au 21 juin
203 205 candidats, dont 87 909 filles, seront amenés à passer leurs examens de fin d'études élémentaires en vue de l'obtention de certificat de fin d'études élémentaires CEE. Du 29 juin au 4 juillet 2017, ils seront 127 871 candidats, dont 53 232 filles, à passer l'examen du brevet d'études du premier cycle. Et du 7 au 11 juillet 2017, ce sont 95 196 candidats, dont 34 508 filles qui affronteront les épreuves de baccalauréat unique, tout profil confondu. Au nom de l'ensemble des acteurs du système éducatif, de l'enseignement préuniversitaire et à mon nom personnel, je tiens à remercier chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé et son gouvernement pour le soutien manifeste qui ne cesse d'apporter au secteur de l'éducation en général et au MEPIA en particulier en vue de sa qualification. En poursuivant, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a précisé que les commissions de supervision, de surveillance, de secrétariat et de correction, les agents de santé et de sécurité pour chacun des examens seront à pied d'œuvre pour assurer le bon déroulement des épreuves dans le respect des règlements généraux en vigueur. Pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les mesures relatives de l'état du port étaient en discussion à Conakry en vue de prévenir, contrecarrer, voire éliminer le phénomène. Mais pour y parvenir, les différents acteurs prévoient la formulation d'une stratégie et d'un plan national grâce à l'appui de la FAO. Alassane Djegobari. Des réformes profondes et des mesures parfois draconiennes ont permis à la Guinée de réintégrer le groupe des nations qui luttent contre la pêche illicite et illégale appelée pêche INN. En 2009, la FAO a pu initier un accord qui met en place un arsenal juridique qui devrait permettre à tous les pays qui ont la mer ou qui ont les océans de mettre ensemble les règles qui peuvent lutter contre la pêche INN. La Guinée, en s'alignant aux autres, vient souligner son retour sur la scène internationale. Voilà pourquoi notre pays bénéficie désormais d'une assistance technique de la FAO pour la formulation d'une stratégie visant à améliorer la lutte contre le pillage de nos ressources halieutiques. Ce sont les mesures d'inspection de tous les navires étrangers qui débarquent dans un port, n'importe quel port. Lorsque le navire ne bat pas pavillon de l'état du port, il faut qu'à son arrivée, il soit inspecté et que les informations soient communiquées au pays du pavillon pour vérifier de l'origine licite des produits. Le but de cette rencontre était d'évaluer la conformité du dispositif juridique et institutionnel guinéen face aux dispositions de cet accord avec la FAO, mais aussi élaborer une stratégie et un plan national en vue de satisfaire les exigences devant les mécanismes internationaux et régionaux. Ces recommandations nous permettront de mener à bien les missions à nous assignées par le président de la République, le professeur Alpha Condé. 2 experts de la FAO en droit, suivi, contrôle et surveillance des pêches sont venus appuyer les cadres du département. Une synergie a impliqué d'autres cadres venus de la justice, les transports, le budget, le commerce, la défense nationale et la sécurité. Sur un autre plan, les autorités encouragent la filière mangue au compte de la campagne agricole 2017. À Friguiagbé, dans la préfecture de Kindia, plus de 300 hectares seront valorisés avec 200 plants de manguiers par hectare en moyenne. Ajoutez à cela la mise à disposition des produits phytosanitaires pour un rendement de qualité. La relance de l'exportation de la mangue Label Guinée est le but visé. Ousmane Bar. Dans la capitale des agrumes, la filière mangue bénéficie d'un appui considérable de la part du gouvernement et ses partenaires marocains. À Friguiagbé, 300 hectares seront exploités avec 200 pieds de manguiers par hectare en moyenne d'ici à 2020.
L'objectif est de relancer l'exportation de la mangue guinéenne, très prisée à l'international. C'est sur cette démarche-là que nous sommes. Rajeunir les vergers, avoir des vergers homogènes. Vous avez vu que la quête et la quinte étaient des variétés très demandées, donc on va multiplier ce matériel végétal pour les nouvelles plantations, les nouveaux vergers. Mais encore une fois, convenez avec moi que c'est un travail qui va prendre un peu de temps. Et je pense que dans 5 ans, on commencera à voir les effets, l'impact de ce que nous faisons aujourd'hui. Des produits phytosanitaires sont déjà disponibles pour lutter contre les bioagresseurs comme la mouche blanche. Avec l'appui du ministère de l'Agriculture, on est en train aujourd'hui d'apporter des solutions pour lutter contre les mouches. Cette année, il nous avait donné beaucoup de kits, c'est-à-dire c'est des pièges à phéromones qu'on met vraiment pour essayer d'éliminer une grande partie des mouches. Et je vais même vous dire, ils ont anticipé. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on a reçu les produits pour la campagne prochaine. Cette année, 4 tonnes de mangue ont été exportées en Europe. Vu la qualité du label Guinée, une commande de 90 tonnes est déjà lancée par le marché de la Belgique au compte de l'année prochaine. Les autorités encouragent aussi le secteur privé guinéen à investir dans l'industrie de la mangue. Dans l'actualité également, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation vient d'initier une enquête sur le fonctionnement des collectivités locales, une initiative soutenue par le PACV pour faire la lumière sur les défis à relever afin de réussir le développement à la base. Les résultats de cette enquête viennent d'être présentés à Kindia. Moussa Bangoura pour les précisions. Durant 2 ans, sur la période 2015-2017, des enquêteurs ont parcouru le pays pour faire ressortir les problèmes dans le fonctionnement administratif, technique et financier des collectivités territoriales. Résultat clé de cette enquête majeure, la faiblesse dans la mobilisation des ressources locales et une mauvaise gestion des documents administratifs et budgétaires. Pour changer la situation, un processus est enclenché. Première étape, le partage à large échelle des résultats pour envisager des solutions idoines. En tout, je dois dire qu'il y a eu 81 collectivités supervisées par la mission depuis 2015 jusqu'en 2017 et qui nous ont permis de faire une évaluation générale, non seulement sur le plan administratif, c'est-à-dire le fonctionnement, l'organisation et la structure des collectivités locales, mais aussi sur le plan financier. Donc le constat dans les différentes collectivités, ça varie d'une collectivité à une autre. Il y a eu des collectivités où vraiment on a eu de bonnes impressions, mais il y a des collectivités où il y a beaucoup qui restent à faire. Vous savez, quelqu'un a dit que si tu ne peux le mesurer, tu ne peux le gérer. Donc cette évaluation aujourd'hui nous fait ressortir beaucoup de points forts, beaucoup de points faibles à travers le fonctionnement administratif, financier et technique des collectivités locales. Après Kindia, les résultats de l'enquête vont être vulgarisés dans les autres régions administratives du pays et dans la capitale. Le gouvernement guinéen et le programme d'appui aux collectivités villageoises tiennent au partage de ces résultats pour inciter au changement de comportement et améliorer le système de gestion des collectivités locales. Le ramadan se poursuit et les gestes de solidarité aussi. La première dame de la République, Adja Diané Condé, à travers sa fondation, offre une importante quantité de sacs de riz et des bidons d'huile aux musulmans des quartiers de Kamayenne et de Diksingar. Le geste vise à accompagner ces fidèles musulmans de la capitale pendant ce mois saint de Ramadan. Ali Badara Condé nous signe ce reportage. Après l'Andria, Kindia, ce sont les quartiers de Kamayen et de Diksingar qui bénéficient des vivres. Il s'agit d'une importante quantité de sacs de riz, des bidons d'huile végétale. Un geste de la première dame de la République à travers sa fondation Prosmi. Nous remercions la première dame de la République pour ce geste humanitaire. Nous prions pour elle et son époux, le président de la République.
Aujourd'hui, c'est la joie qui m'anime. Nous prions Dieu pour la première dame et que Dieu bénisse notre pays. Je suis comblé du fait que la première dame a pensé au quartier de Kamen, c'est-à-dire les plus démunis, les fidèles musulmans les plus démunis dans mon quartier, de faire un geste de don. Cette action humanitaire de Hadja Djené Kondé permet d'accompagner les fidèles musulmans en ce mois saint de Ramadan. La population de Dixine-Gare est prête à accompagner la première dame dans toutes ses activités pour mener à bien le dessein de notre pays, la Guinée, bien aimée. Donc nous sommes très contents d'elle. Le Ramadan est une période de prière, de pénitence, mais aussi d'aumône. C'est pourquoi dans les jours à venir, d'autres quartiers de la capitale connaîtront le passage de cette opération de distribution. Le mois saint de Ramadan est un mois de solidarité, vous l'avez compris, mais aussi de renforcement de la croyance religieuse à travers la lecture du Saint-Coran. Selon le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la lecture du Saint-Coran est recommandée à tous les fidèles musulmans, surtout en ce mois de pénitence. Une recommandation suivie dans la majeure partie des mosquées de notre capitale où les imams lisent et interprètent le Coran aux fidèles. Abdulaziz Baldé et Mohamed Alpha Baldé ont fait un tour dans les quartiers, suivez leur compte-rendu. Le Saint-Coran est le livre sacré qu'Allah a révélé au prophète Mohammed pendant le Ramadan. Comme chaque année, la lecture et l'interprétation de ce livre saint connaît une grande affluence dans les quartiers à l'image de la mosquée de Bambeto. Constitués en plusieurs groupes, des fidèles écoutent avec enthousiasme cet érudit. Pour lui, la lecture du Coran en cette période de jeûne est un facteur essentiel en islam. La lecture du Saint-Coran est extrêmement importante. C'est en ce mois que Dieu l'a révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et chaque année, l'ange Gabriel venait lire le Coran avec le prophète Mohammed. C'est là à quel point sa lecture est bénéfique, surtout en ce mois béni du Ramadan. Même rituel dans cette mosquée de Dixine Foula. Ici, l'imam lit la sourate Assassi, un verset qui relate l'histoire de plusieurs prophètes. Le Coran est notre guide. C'est pourquoi un enfant à l'âge de 7 ans doit commencer à apprendre le Saint-Coran. À travers la lecture du Saint-Coran, nous pouvons distinguer deux choses, le bien et le mal. El Hadj Mamadou Saliou Baldé est un fidèle admirateur du Saint-Coran qu'il interprète depuis plus de 30 ans. Pour cet ancien député de l'Assemblée nationale, difficile de perdre de vue cet instant. Pourquoi je viens? C'est pour écouter, bénéficier de tous les avantages qu'on dit quand on écoute la lecture du Saint-Coran. J'ai ces avantages et ensuite aussi, et c'est un élément important qui consolide ma foi en matière religieuse. En écoutant, et aussi je sais, tout ce qui était obscur à mon niveau sur le plan de la compréhension, je trouve que c'est éclairé à travers les traductions qui s'effectuent avec l'imam qui connaît très bien. Et il explique, il dit bon voilà, Dieu a dit, il interdit, voilà les interdits. Selon le prophète, paix et salut sur lui, la lecture du Saint-Coran est un exercice recommandé à tout musulman. Et le mois saint de Ramadan est une occasion à saisir pour accomplir ce devoir sacré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes.